Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Hauts Plateaux. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept. Histoire que vous nous connaissiez un peu plus, on va présenter nos 10 jeux préférés. Ces jeux ne sont pas forcément disponibles aujourd'hui en boutique ou même ils ne sont plus du tout édités. Mais c'est vraiment histoire que vous ayez une idée de ce qu'on aime et puis qu'on puisse aussi avoir le plaisir de mettre en avant certains de nos chouchous. Aujourd'hui, donc, c'est Dylan qui commence. Exactement, oui. C'est moi qui commence, donc vous allez voir mon top 10. Il y a des jeux plus gros, plus petits, il y a un peu de la variété, tout ça, mais vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Ouais, c'est vrai qu'il y a du lourd. Mhm. Il a dû les porter jusqu'ici, donc il Oh là connaît là, quoi. quelle horreur. mais oui, je pense on peut commencer. Oui. Donc on va commencer avec mon top 10. Mon premier jeu, donc mon top 10, Dark Souls, le jeu de cartes, issu du jeu vidéo peut-être que certains connaissent, qui ont fait rager d'autres, sûrement à mon avis. Et ben, celui-là aussi va vous faire un peu rager. C'est un jeu qui peut être joué de 1 à 4 joueurs, conseillé à partir de 14 ans et plus, qui dure 60 minutes. Les 60 minutes, c'est faux. En tout cas pour ma part. Ce jeu est complètement coopératif. Il y a beaucoup d'interactions, ce que j'aime aussi beaucoup dans le jeu. Entre les joueurs, il faut être vraiment très optimisé sur le choix de cartes qu'on va devoir faire. Parce que oui, c'est un deck building. Et en fait, ce qui est intéressant dans le système du jeu de Dark Souls, c'est qu'en fait, votre deck, c'est vos points de vie. Et donc, quand vous arrivez à 0, alors par contre, je t'avertis, c'est le bordel là-dedans. Tu peux l'ouvrir si tu veux, mais à tes risques et périls. Je le connais pas, de Dark Souls, donc je le découvre avec vous. Exactement. Et puis justement, je disais, le deck et vos points de vie. Donc, si rien que un de vos coéquipiers arrive à 0, en fait, vous retournez au feu de camp, et puis c'est un peu le même système que dans le jeu vidéo. Vous avez un feu de camp, et puis si vous mourrez, vous retournez au feu de camp. Et même pour le loot, ça se passe exactement comme ça pour les trésors que vous allez gagner. En fait, vous pouvez les perdre. Et vraiment, absolument, il faut... On remarquera comme Ouais, c'est bien rangé. il y a beaucoup de cartes. Je ne sais pas exactement combien de cartes il y a. La mécanique de jeu est très simple, les règles sont bien expliquées, il n'y a rien de bien folichon, mais le jeu est en fait difficile, il est dur. Mais c'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est la difficulté. T'es maso. Un peu. Ouais, il a quand même une bonne vingtaine de pages. Il y a une vingtaine de pages, mais en fait c'est très bien expliqué. Et illustré, je vois. Oui. Là, on voit vraiment, il y a plein d'illustrations partout. Exactement. Et vous avez un rappel au dos du livret de règles de chaque élément, à quoi ça correspond, tout ça, etc. Par contre, ce jeu est moche. Il est pas beau. Je m'y attendais vraiment à plus, surtout venu d'un Dark Souls, donc ça vient d'une licence. Les boss normalement du jeu vidéo sont incroyables en termes de DA. Mais en fait, les monstres là, vraiment. Je suis vraiment déçu par rapport à ça. Ça gâche pas le plaisir du jeu, absolument pas. Parce que la mécanique reste bien. Mais la mécanique est vraiment bien, le gameplay marche bien. Ça se joue en solo donc aussi. Mais c'est adapté de 1 à 4 joueurs vraiment hyper bien. Et même, je pense que le plus intéressant, c'est à 4 joueurs parce qu'il y a beaucoup d'interactions. On peut même s'échanger des cartes de nos decks respectifs. Et il y a 4 personnages disponibles. Et du coup, il n'y a pas trop de temps mort entre les tours de jeu à 4 joueurs? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand les joueurs doivent attaquer, on joue tous en même temps, quand on veut. Ok. Donc c'est là où vraiment il faut optimiser le mieux possible nos cartes, pas bazarder nos cartes pour rien parce que ça reste nos points de vie. Et puis bien sûr, dans la mécanique du jeu, les méchants tapent avant les gentils. Donc voilà. Ah oui, petite question. En termes de... Parce que t'as dit que c'était un deck building. Exactement. Est-ce qu'on est dans une mécanique classique de deck building, dans le sens tu pioches un certain nombre de cartes, tu peux jouer toutes les cartes ou une partie de tes cartes pendant ton tour? Alors en fait, tu as droit
de faire une attaque par tour. Mhm. Lorsque c'est ton tour, et puis sinon une défense quand l'ennemi attaque. Ok. Et on dépense en fait des ressources qui sont indiquées sur l'arme ou le bouclier évolue. C'est pour ça que la mécanique est très simple en fait à comprendre. Il faut dépenser des ressources pour pouvoir se défendre ou attaquer, tout simplement. Et du coup, aussi récupérer des nouvelles cartes, j'imagine. On peut récupérer des nouvelles cartes, en fait on les achète au feu de camp. Et puis c'est pour d'où le fait du deck building, on améliore en fait son deck. Voilà. Mon top 9, c'est Sherlock Holmes. Ici j'ai normalement c'est la deuxième extension qui était sortie, donc la boîte bleue si je me trompe pas. Alors, j'avoue que je me souviens plus. Mais de mémoire, normalement c'est celle-ci. Ouais, c'est fort probable. Mais en fait, où il n'y a pas de. C'est pas vraiment une extension en fait, c'est vraiment un standalone. Voilà, exactement. Il y a nos notes encore à l'intérieur, tout ça. On voit qu'on y a joué. Donc Sherlock Holmes, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeu d'enquête. Vous n'incarnez pas Sherlock Holmes, mais vous allez vivre ces enquêtes en fait, et puis en fait les résoudre par vous-même. En termes de limite de joueurs, il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est juste que si vous jouez avec pas mal de monde, en fait, vous avez plusieurs cerveaux qui vont réfléchir, et puis ça peut apporter aussi des indices un peu... des indices intéressants au fil de l'enquête, en fait. Ouais, vraiment des nouvelles pistes, des réflexions supplémentaires que toi, en tant que joueur, tu n'aurais pas forcément pensé, mais un de tes alliés y pense, et donc plus on est de cerveau, mieux c'est. Enfin, mieux c'est. Plus on est ça cerveau... dépend, ça peut aussi partir en cacahuète, ça peut aussi ne pas aider. Les règles sont très simples aussi à comprendre, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est illustré, c'est tout simplement en fait un jeu d'enquête. Ce qui est intéressant aussi, à la fin de chaque enquête, en fait, vous allez pouvoir comparer les points avec notre fameux Sherlock. Il nous a à chaque fois battus parce que nous on a vu les points dans la toute première enquête qu'on avait fait, on a fait ah oui, c'est vache quand même, parce que les enquêtes ne sont pas faciles du tout. Il faut vraiment Donc, non seulement elles sont pas faciles, mais en plus de ça, t'es pratiquement sûr de te faire poutrer par Sherlock Holmes. Oui, non mais complètement. Par contre, j'avoue que c'est assez immersif tout ce oui, matériel. vous mettez une petite musique un peu jazzy au fond, ça passe vraiment crème, et puis vous êtes directement dans le truc. Il y a dans le jeu, vous avez des journaux à disposition, donc vous allez pouvoir le lire. Il y a des articles qui vont servir à quelque chose, et d'autres pas du tout, qui vont juste être des annonces banales. Et puis il y a, si je me trompe pas, 10 enquêtes dans chaque boîte, dont une avec 3 chapitres. Donc il y a une grosse enquête en fait. Ok. Celle-ci on l'a pas encore fait, mais elle promet vraiment du lourd. Vous avez même l'annuaire de Londres. Donc chaque nom qui correspond à la carte, donc vous savez où en fait le gars il habite. Et ce qui est intéressant aussi, à la fin, on a la liste par rubrique. Ça peut être des églises, des hôpitaux et tout, si vous avez besoin d'infos un peu plus précises, des bibliothèques, etc. Vraiment, ce jeu est vraiment incroyable, il mérite son top 9 dans mon classement. Alors après, celui-là, je l'ai jamais testé, mais des retours que j'ai eu pour le moment, on est vraiment sur un jeu qui te laisse à l'abandon. Oui, on lit l'introduction et vas-y. Tu fais ce que tu veux. J'imagine de plein de choses, les articles de journaux, des choses comme ça. Et puis faire des théories, j'imagine qu'effectivement, avec vu les notes que tu as prises avec tes coéquipiers, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Oui, faites des notes, vraiment, c'est très important. Faites des notes et tout, c'est vraiment très très important. Et du coup, en combien de temps à peu près tu clôt une enquête ? C'est difficile à dire, c'est justement un de mes points négatifs, c'est que les enquêtes peuvent être longues. Parce qu'on réfléchit beaucoup, même des fois trop loin, et en fait c'est là où on commence,
c'est vraiment lui qui a fait ça ou bien c'est lui finalement et tout. Et puis tu retrouves plus d'indices en fait qui t'aident à avancer. Et puis ben, tu dis bon ben on va essayer de clore l'enquête, mais ça dérange un peu parce que t'aimerais vraiment avoir l'enquête parfaite en fait. Le fin mot de l'histoire. Exactement, voilà. Après, j'imagine aussi que tu peux faire ça en plusieurs sessions de jeu. Oui. Ouais. Faut juste s'en rappeler. Ouais, bah, justement, d'où l'intérêt de prendre des notes et puis de faire un petit récapitulatif des choses qui ont été découvertes sur les parties précédentes. Un gros point positif, l'écriture. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Donc ça vraiment, pour la narration et tout, vraiment c'est nickel, c'est top. Ouais, ça fait un moment que je l'ai de côté chez moi et qu'il faut absolument que je prenne le temps d'y jouer. Mais on se réjouit en tout cas. Très bien, merci pour Voilà. le numéro 9. Mon top 7 c'est Blood Rage. Donc, De la grosse boîte. voilà, de la grosse boîte exactement. C'est un jeu de conquête de 2 à 4 joueurs. Il y a dans ce jeu un système de draft. Le jeu se passe dans l'univers viking. Donc vous allez avoir vos guerriers bien charismatiques, bien des warriors et tout, et des femmes aussi, bien sûr. Bon, puis évidemment, là, il y a tout le petit custom. Vous trouvez bien évidemment pas ça dans la boîte. Hein. Bah, Non, ça c'est les figurines, oui. c'est pour moi. Voilà. Mais Oui, le reste, le matériel, vous aurez tout dedans, mais ça c'est mon rangement, exactement. Sinon, en termes de mécanique, chacun aura son plateau de jeu qui représentera son clan. Chacun aura son chef de clan. Vous avez aussi, hop là, le Valhalla, où vous allez mettre les figurines qui sont morts pendant la bataille ou pendant le Ragnarok. Parce que oui, le Ragnarok va se déchaîner sur une partie de la map. à chaque fin d'âge, en fait, un territoire de la carte, du plateau de jeu, en fait, va recevoir en fait la destruction du Ragnarok, représenté par un jeton comme ceci. Exactement. Donc on va le placer, puis paf, ça sera plus Exactement, disponible. oui. Ce qui est intéressant en termes de mécanique de jeu, en fait, c'est si vous perdez des soldats, des guerriers, c'est pas grave parce que ça peut aussi rapporter des points pour le comptage des points au final. Et d'où justement en fait ce côté draft est vraiment bien pensé. Alors ce jeu j'y ai joué comparé aux deux autres. Ce qui est vraiment intéressant avec ce côté draft, c'est que on va forger complètement notre stratégie. La stratégie en fait ne va pas être forgée par rapport à notre clan, mais purement par rapport aux cartes que l'on va drafter, que l'on va choisir. Ces cartes font référence à des dieux, aux dieux principaux nordiques, et typiquement Lucky, on va devoir détruire un maximum de nos unités pour gagner des points. Alors oui, on aura moins de pouvoir et de contrôle de territoire, mais par contre en termes de points de victoire, c'est tout à fait viable de gagner avec Lucky. Oui. Oh oui, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de vraiment vous battre pour pouvoir gagner la partie. Même si c'est satisfaisant quand même. Oui, par contre, c'est la bagarre, hein. Donc si vous adorez taper sur vos adversaires, il n'y a aucun. Qui des magnifiques figurines. Voilà, des grosses figurines. Ouais, Un point positif pour mon cas, c'est les figurines. On peut mettre des petits socles ici de couleurs pour représenter chaque joueur, et puis on peut les enlever et les remettre justement pour les gros monstres qu'on a vu juste avant. Parce que oui, ces monstres, en fait, on les draft. Et c'est vraiment très intéressant de devoir les utiliser, et chaque monstre a son effet. Et c'est vraiment très cool. Un jeu de conquête que je trouve assez accessible, pas non plus pour monsieur et madame tout le monde, mais je trouve que ça reste dans les plus accessibles dans les jeux de conquête. Les règles sont assez simples, il y a quand même un peu de lecture, hein, bien sûr, mais en fait, quand on commence à y jouer, on comprend très vite. On a la phase de draft, ok, on choisit nos cartes, on commence avec nos actions, on dépense nos points d'action,
Et puis ben, ça se passe comme ça pendant 3 heures en fait. Et puis ben, 3 heures, c'est quand même le... 3 heures. Ah, 3 heures, pardon. Okay. Attention. Je me disais 3 heures, tu prends du temps pour jouer. Oui, bien sûr. Mais et puis ben, au fur et à mesure de la partie, ben, votre clan va s'améliorer comme lui nous a dit. Et puis voilà. Est-ce que toi tu souhaites rajouter encore quelque chose en termes de mécanique? Ouais, j'avoue que je comprends pourquoi il est dans ton top 10. C'est excellent. C'est fluide. Il y a plein de stratégies à mettre en place. Comme Dylan disait, ben, ça reste un jeu relativement accessible. On reste sur un jeu bien gamer, hein, mais et la grosse stratégie, quoi. Il faut bien réfléchir à pour quelles unités on va déplacer, à quel endroit, et prévoir les actions des adversaires, essayer de se rappeler quelles sont les cartes qui ont été draftées, qu'on a laissées à nos adversaires et qu'on n'a plus vu revenir vers nous par la suite. Exactement. Donc on sait qu'elles ont été prises. Et... Non, c'est de la folie ce jeu. Un gros point négatif, ne jouez pas à deux. Ça n'a strictement aucun intérêt, ça retire des cartes qu'on va devoir drafter et le jeu devient inintéressant. Jouer au moins à 3 et même à 3 on retire des cartes. Vraiment ce jeu je le conseille je le conseille vivement de jouer à 4. C'est bien plus intéressant et puis en plus si vous voulez vous taper dessus vraiment. Ouais, c'est vrai que faut y jouer à 4. Du contrôle de territoire, la conquête en général à 2, ça c'est pas foufou parce qu'on n'arrête pas de se marcher dessus, de revenir, et puis tout d'un coup il y en a un qui prend vraiment le pas et l'autre n'arrive plus à revenir. C'est vrai que quand on est 3, voire même 4, on peut toujours compter sur des adversaires en fait pour faire des actions qui vont nous avantager et pouvoir revenir un peu dans la partie. Oui, parce qu'on voit pas le plein potentiel du jeu en fait. On retire des cartes du jeu et puis ça enlève des stratégies de gameplay en fait. Même si à 3 il est quand même cool, Il est quand même cool. Il reste cool. Donc mon prochain jeu, le top 7, c'est tout simplement Parks. Et oui, parce qu'il y a justement, c'est Loïc qui m'a présenté le jeu. J'avais un peu peur au début, mais finalement, en fait, ça s'est très bien passé. Et puis, j'aime beaucoup ce jeu, c'est pour ça qu'il fait partie de la mon première fois. C'est un peu ça, hein. Mais en tout cas, c'était bien. Comment ça se passe? On est des randonneurs, et c'est un jeu de gestion de ressources. Et avec ces ressources, en fait, vous allez devoir, pour gagner des points, aller visiter des parcs. Et les parcs déjà, enfin, en termes de dessin, de DA et tout, le jeu est magnifique. Il n'y a rien à redire. Il y a différents illustrateurs si ça vous intéresse dans le livret de règles. Il y a c'est là à l'envers. Tous les noms des différents illustrateurs et même sur les cartes. Donc c'est des parcs qui existent aux États-Unis. Donc vraiment un jeu magnifique. C'est en compétition, donc on est chacun contre les autres. Et puis le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Alors, en termes de mécanique, on a donc ces petites tuiles qui vont se suivre comme ceci. Et chaque tuile représente donc une case. Avec notre randonneur, à notre tour de jeu, on pourra simplement se déplacer sur une case qui se trouve à l'avant, donc dans le sens de la flèche, pour justement bénéficier de la petite ressource qui se trouve en bas, ou alors faire des actions supplémentaires, enfin d'autres actions qui sont proposées justement par les tuiles. Il y a des tuiles diverses et variées. Là par exemple on pourrait visiter des parcs ou alors récupérer de l'équipement. Et donc on déplace simplement un de nos deux randonneurs et on fait l'action. C'est la fin de notre tour, c'est au joueur suivant de jouer. Exactement. Ce jeu se joue de 1 à 5 joueurs, il y a aussi une version solo. Sur la boîte il est marqué 45 minutes. Ça peut durer en vrai à partir de 4 joueurs, ça dure quand même un peu plus longtemps que 45 minutes. Je pense qu'on est facilement sur une heure et demie quand même. Voilà, exactement. Mais c'est aussi très intéressant de jouer au moins à 4 parce qu'on se gêne beaucoup et tout. Il y a le système du jeu justement de feu de camp parce qu'on ne peut pas aller sur une zone où il y a déjà un autre randonneur et il faut utiliser notre feu de camp pour pouvoir y aller. Donc on se chamaille, on essaye de réserver des parcs aux autres parce qu'on voit que ça les intéresse et tout. Donc on peut aussi un peu chamailler nos adversaires. Et on peut prendre des photos. Et on peut prendre des photos, oui. C'est une mécanique de jeu qui vous rapportera des points à la fin de la partie. Exactement. Autre chose que j'aime bien avec ce jeu, c'est que qu'on y joue à deux,
3, 4 ou 5. Le mode solo, je l'ai essayé. Personnellement, je le trouve pas incroyable. Hein. D'accord. Mais qu'on joue de 2 à 5, je trouve que le jeu est très plaisant. Tout dépend de ce qu'on va rechercher. Je m'explique. À 2 joueurs, le jeu est tranquille, pépère. On est peut-être un peu chacun dans son coin, on va se gêner un petit peu, mais sans plus. Mais par contre, c'est extrêmement plaisant de récolter nos ressources, d'aller visiter nos parcs et tout ça. Par contre, du moment qu'on passe à 3 joueurs, il y a déjà un petit peu plus de tension. À 4 et 5 joueurs, là vraiment, on est vraiment plus sur un jeu. On va beaucoup s'embêter, réfléchir à où on se place par rapport à ce que les autres joueurs ont besoin. Et ça fait qu'on a une dynamique complètement différente. Alors c'est vrai que si on n'aime pas les jeux où on s'embête trop, on s'empêche vraiment de faire des actions, peut-être qu'il faudrait éviter d'y jouer à 4, 5 joueurs. Mais c'est ce qui fait que je trouve le jeu intéressant, c'est qu'il peut plaire à différents publics au final. Ah oui, oui, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc Parks, c'est vraiment un excellent jeu, très beau en plus comme il le disait. Donc on vous le recommande vraiment fortement. Mon top 6, c'est l'Ordre de Veyel. L'Ordre de Veyel, qui est fait par Paria, qui sont en train de bosser sur le chapitre 2 parce qu'il y a plusieurs chapitres. Là, on est sur le 1. C'est un jeu de 1 à 7 joueurs. On peut y jouer en full coopération ou quelqu'un peut incarner le maître du donjon qui jouera les monstres, le boss et tout à la fin de la partie. En termes de mécanique de jeu, en fait, vous allez chacun choisir un personnage, un héros. Et puis chaque personnage a ses capacités. Et puis en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est tout simplement un dungeon crawler, t'es d'accord avec moi? Et là par exemple vous avez un personnage, il a ses capacités et ses caractéristiques juste ici. Et donc vous allez devoir augmenter de niveau vos personnages, il va devenir plus fort au fur et à mesure de la partie, on peut aller jusqu'au niveau 5. Et puis en fait les règles sont assez simples, il y a quelques subtilités, il faut voir un peu en détail. Mais en soi, c'est vous lancez des dés en fait. Vous lancez un dé, c'est comme un peu un jeu de rôle, mais en fait vous lancez des dés juste pour votre action, que ce soit pour votre défense ou l'attaque. Et du coup, vous avez fait votre action et ça passe à un autre joueur. On peut jouer un peu comme on veut lors de tours des joueurs. Et ensuite, ce sera aux ennemis d'attaquer. Si vous avez un maître du donjon, c'est lui qui va lancer les dés pour les monstres. Si vous n'avez pas de maître du donjon, vous voulez jouer vraiment même à 7 en full coopération, vous allez juste faire en soi une mécanique où les monstres vont à chaque fois faire le nombre de dés indiqué. Si vous vous dites, à chaque fois les monstres ils vont faire un lancer de 7, après vous faites votre calcul par rapport au GD que vous avez fait pour l'attaque ou la défense. Beaucoup d'interactions. Ouais. Il faut vraiment très bien optimiser en termes de qui c'est qui va battre ce monstre, et puis ensuite s'il y a quelqu'un qui attaque à distance, qui a un arc et tout, il y a beaucoup d'optimisation. Le jeu est vache parce que ça reste de l'aléatoire quand on jette des dés. Il y a un système d'échecs et de réussite critique qui est très intéressant et qui peut faire rager aussi. Et puis ensuite, toi tu y as joué une fois en solo, donc oui, c'est juste. Exactement. Toi tu en as pensé, j'ai envie de faire. J'ai très envie de le tester avec un maître du donjon, parce que le maître du donjon va en fait choisir, plus ou moins choisir, parce qu'il n'y a pas forcément le choix sur tout, mais va choisir en fait quelles sont les cartes, donc quelles seront les salles qui vont être visitées par les joueurs. Ce qui fait que on peut tout à fait mettre des pièges assez méchants aux joueurs. Et en plus de ça, on va pouvoir lancer les dés justement pour les créatures. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'a pas de maître du donjon. On peut choisir éventuellement de lancer les dés pour les créatures, comme s'il y avait un maître du donjon. Mais en général, on va choisir effectivement une valeur de base. Et on va considérer que le jet de dés est toujours de cette valeur. Exactement. Mais ouais, avec un maître du donjon, je me réjouis de le tester.
Donc au fur et à mesure de la partie, en fait, vos personnages vont être de mieux en mieux équipés grâce à vos caractéristiques qui sont aussi améliorées. Et puis il y en a floppé. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Ça, c'est le jeu de base. Hein. Il n'y a pas d'extension et rien du tout. Ça, c'est tout de base. Et puis, je me réjouis du chapitre 2 parce qu'en fait, ce sera des scénarios. Ce sera très intéressant. Ils indiquent 90 minutes pour une partie. Non, c'est plus. Surtout, c'est pas dérangeant en soi, mais vu l'interaction, et puis qui c'est qui attaque en premier, ça peut durer quand même un moment. Et puis même le dernier fight contre le boss peut durer aussi un moment. Aussi. Donc, rien qu'une traversée de donjon, c'est presque une demi-heure, 45 minutes minimum. Donc, non, une heure et demie, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est peut-être pour être plus facilement vendable. Mais en tout cas, je vous recommande. Ouais, voilà. Mais vraiment un bon jeu de grands fanatiques de jeux de société, de grands fanatiques de jeux vidéo, de RPG, de jeux de rôle, enfin bref. Voilà. Lord of Veil. Mon prochain jeu, mon top 5, c'est Andorre. Aussi un peu une grosse boîte, hein, mais qui a son âge aussi, Andorre, mais ça reste un classique et puis il marche très bien. Spiel 2013, je crois. 2013, ouais, exactement. 2013, ouais. Oui. Et Asdor 2013 Asdor aussi. Donc il a un peu tout raflé, hein, tout gagné, mais il le mérite. C'est un jeu coopération de 2 à 4 joueurs où vous avez une grande map. Et puis en fait, vous avez une histoire, donc les récits d'Andorre. Dans le jeu de base, vous avez 5 légendes, ce qu'on appelle des légendes, c'est chaque scénario en fait. Puis en fait, vous allez vous déplacer sur la map au fur et à mesure et puis en fait terrasser des monstres. Et comment on fait pour terrasser des monstres? Ça va jouer en fait avec des dés. T'aimes bien les dés, hein? J'aime beaucoup les dés. Moi, j'aime pas les dés. Ça dépend, mais des fois je les aime bien, des fois je les déteste. Tout le truc de justement l'aléatoire. Donc justement la map le plateau est assez grand, donc il faut prévoir un peu de place. Hop. Et puis votre but du jeu justement c'est éviter que y ait trop de monstres qui arrivent au château, où en fait vous devez le protéger. À Schombourg. Exactement. Et les règles sont hyper simples aussi à comprendre. Il y a un tutoriel qui est à disposition du jeu. Et vous faites le tutoriel, vous avez compris le jeu. Enfin, j'ai jamais vu un tutoriel aussi bien ficelé que dans Andorre. Vous sortez le jeu. Il y a beaucoup de matos. Hein. Ça peut faire peur. Vous sortez le jeu. Vous dépliez la carte. Vous sortez un petit peu le matériel. Vous essayez de voir ce qu'il y a. Et vous lisez 5 minutes les règles. Et vous savez comment faire vos premiers tours de jeu. C'est incroyable. Oui, clairement. Oui, c'est très simple. Vous avez des petites cartes de rappel aussi pour les combats en groupe. Les introductions de chaque légende, vous expliquez la mise en place de la légende. C'est très compréhensif. Compréhensible, pardon. Et puis voilà. Il y a un timing à avoir, à gérer avec les alliés. L'optimisation. On a un nombre d'actions extrêmement restreint, trop restreint. Et l'autre chose, c'est que plus tu bats de monstres, plus vous allez en fait avancer dans l'histoire, et en fait ça vous arrange pas parce que la lettre finale, imaginons que c'est K, où vous arrivez, en fait vous devez avoir réussi votre objectif. Et en fait, vous devez tuer un monstre parce qu'il arrive au château. Et en fait, si vous tuez le monstre, en fait, votre campagne est perdue. Enfin, la campagne, la partie. La partie. Oui, on va dire ça. Pas la campagne. La légende. Voilà. Ouais, la légende. Mais c'est vraiment, il faut vraiment très très bien optimiser qui il faut tuer avant l'autre. Et le plateau peut très très vite se remplir de monstres. En termes de narration, c'est très classique. Il y a rien de fou. L'histoire, elle est pas folle. On lit pour lire, hein, vraiment. Pour avoir la petite histoire derrière, le petit background. On n'est pas sur de la grande littérature.
Exactement, c'est plus la mécanique du jeu qui est très intéressante que la narration. Ne jouez pas pour l'histoire. Cependant, j'ai fait que la boîte de base en ce moment. Il y a plein d'extensions rien que pour la boîte de base. Ah, je me suis trompé. Et il y a, c'est pas grave. Et il y a 2 grosses extensions, donc 2 boîtes comme ça, supplémentaires. Il y a un chapitre 2 et chapitre 3. On ne l'a pas encore fait, mais on compte le faire. Et j'ai entendu que ça promet. Entendu dire que ça promet en tout cas. Ouais, des retours que j'ai eu de gens qui les ont fait, c'est hyper bien. La deuxième boîte en fait se passe Sur les bateaux. ouais, sur un bateau. Faut naviguer. Exactement. Je les ai déplacés, je sais plus où je les ai Sur un mis. bateau, c'est pas grave. Mais oui. En tout cas, très sympa. Donc, il a clairement la place dans mon top Andorre. Ouais. Et voilà. Vrr. Mon top 4, on va changer un peu de système de jeu. Et de taille de boîte. Et de taille de boîte aussi également. On est sur Time Bomb. Donc Time Bomb, un jeu à rôle caché. Un peu à la Loup-Garou, mais qui dure moins longtemps, hein, qui est bien plus rapide. Donc vous avez Sherlock contre Moriarty. L'équipe de Moriarty va devoir faire badaboum sur le Big Ben, ou empêcher les gentils de trouver nous on les appelle les diffuses, nous dans nos parties, donc les diffuseurs. Les cartes de désamorçage. Exactement. Et puis tout dépend de combien vous êtes dans le jeu, ça peut changer le nombre de cartes de diffuseurs il y a dans la partie. Le diffuseur d'huile essentielle. Pardon. J'ai diffuse dans la tête, c'est pour ça que ça me perturbe. Je vais continuer à dire diffuse, hein, vous allez comprendre. Petit livret de règles. Si vous avez déjà joué un loup-garou, vous allez très vite comprendre comment ça se passe. Il n'y a pas de pouvoir de chaque personnage, vraiment c'est juste la team bleue, la team rouge, et puis on essaie de faire gagner sa team. D'ailleurs ça, j'y viens. Ouais. Il est où? Ah mais non, mais c'est le tien. Oui, ça c'est le mien. Oui, c'est vrai, c'est le tien. Mais le mien, nous on y joue pas mal. Et c'est très fragile, hein, la petite pince. C'est pour ça qu'ils ont rajouté une carte au cas où si ça se casse. Donc très bien joué de leur part. Mais c'est vrai que la petite pince là, la petite pince coupante est assez fragile. Donc c'est des parties rapides, ça marche bien, beaucoup d'interactions, ça gueule dans tous les coins, qui a Big Ben, tout d'un coup il n'est pas annoncé ce tour. Ça bluffe, ça ment, ça... Exactement. Ouais, il y a plein de bluffs à faire. À chaque fois, en fait, on a 4 cartes comme ceci. Ces cartes peuvent être neutres, un diffuseur... Une diffuse. Diffuse. Un Big Ben qui explose. Donc ça, c'est les 3 types de cartes possibles. Parmi ces cartes, on en a 4. On les regarde et ensuite on les mélange pour les mettre devant nous. Ensuite, un joueur viendra couper chez vous, et puis le joueur qui avait son câble coupé, il ira couper chez un autre, etc. Et puis ça se passe comme ça. Et puis c'est là où tout le bluff va avoir lieu, parce qu'on connaît les cartes, on ne sait pas dans quel ordre elles sont, donc on va dire viens chez moi parce que j'ai 2 cartes de désamorçage, alors qu'en fait j'ai la bombe, enfin voilà. Par contre, j'ai dit que c'était un peu comme un loup-garou, mais les méchants ne savent pas qui est son coéquipier ou ses coéquipiers. Ouais, exactement. Donc il n'y a pas de phase de nuit où les méchants vont pouvoir voir qui c'est qui est avec lui ou elle, etc. Donc ça c'est encore plus intéressant. Oui. Et je le trouve plus dynamique que le loup-garou. Ah oui, clairement. Oui. Il y a zéro temps mort. Personne ne meurt pendant la partie, donc de A à Z. Il se passe des choses. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Time Bomb. Mon top 3, une boîte toute blanche mais toute belle. Time Stories. Le cycle blanc. Le cycle blanc, oui. Premier cycle. Je précise. C'est un jeu, à nouveau, coopération. J'aime beaucoup les jeux coopération. Je sais plus s'il est jouable en solo, mais il me semble pas. Pas le cycle blanc. Quoique. Il marque 2 à 4. 2 à 4, oui. J'ai vu. Donc de 2 à 4 joueurs, coopération. C'est un jeu à scénario, donc aventure.
Il y a un système de lancer de dés si pour réussir des actions ou autres. C'est un peu compliqué d'expliquer un peu en profondeur les mécaniques du jeu parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer entre les extensions parce qu'il existe beaucoup d'extensions pour le cycle blanc. On les a tous fait de notre côté et vraiment un grand coup de cœur. Chaque extension a sa mécanique de jeu, a son histoire et est très différent des autres. Si c'est un jeu aussi assez familial, sauf une extension où je vous déconseille peut-être de jouer avec des enfants ou avec des personnes sensibles ou mineures. Mais sinon le reste, vraiment, ça marche très bien en famille, aucun problème. Aussi là, j'y reviens toujours, mais l'interaction entre les joueurs, parce que chacun va aller sur une scène qui sera... Hop là. Par exemple ici, vous avez une scène. Chaque joueur va choisir sur quelle scène il va aller, va prendre la carte, va la lire pour soi-même, va la reposer. Et après, on arrive dans une phase de discussion où on va dire qu'est-ce qu'on a vu en fait sur notre carte. Et puis il faut vraiment dire le maximum d'infos possibles qu'on a vu sur notre carte. Et bien sûr, on n'a absolument pas le droit de lire la carte et puis Oui, d'être en mode, en gros, il faut vraiment la poser et l'expliquer de vive voix, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dire, etc. Donc voilà, et puis il y a des scénarios où ça se passe un peu dans le médiéval fantastique, chez les pirates, la Révolution française, enfin bref, vous avez pour tous les goûts. En termes de background, d'histoire, donc on fait partie du Time, c'est ça hein. Exactement. Chaque joueur en fait incarne un membre du Time. Le Time est une entreprise qui voyage dans le temps afin de s'assurer que tout rentre dans le temps et qu'il n'y ait pas de problème temporel, de faille temporelle qui se crée. Et donc quand on arrive dans une époque précise, en fait on va avoir ce qu'on appelle des réceptacles, qui sont des gens qui vivent à cette époque et qui vont donc accueillir notre conscience afin qu'on puisse justement résoudre les différents mystères de l'époque en cours. Exactement. Je peux vous conseiller 3 scénarios. Un, ça va être assez simple, il est là. C'est celui de base, on l'a bien aimé. Il y a la prophétie des dragons. Et puis sous le masque, qui est dans l'Égypte ancienne. Dans la boîte de base, il y a combien de scénarios? Il y en a un seul? Il y en a un seul. Okay. Dans la boîte de base, vous avez qu'un seul scénario. Et du coup, le matériel nécessaire pour les autres scénarios qu'on trouve dans d'autres boîtes. Exactement, vous avez juste en fait à acheter le scénario que vous voulez faire. Donc voilà. Très bien. On arrive au top 2, et mon top 2, c'est un jeu assez récent, qui est Oriflamme. Qui lui aussi a gagné l'As d'or, mais cette fois c'était en 2020. 2020 C'était en 2020. Oui, c'était 2020. Oui. 2020, pour moi, c'est mérité. J'adore ce jeu. En termes de mécanique, on a du bluff, chacun va incarner une famille, on aura un déclin, on va chacun poser des cartes et puis choisir si on souhaite la révéler ou la garder, et là on va mettre en fait un point de victoire dessus qui va peut-être être récupéré par la suite si on l'active au prochain déclin. Chaque carte a son effet, donc on ne sait pas ce que les autres vont poser, donc on n'a pas vraiment de stratégie, mais on va essayer du mieux possible de faire en fait un combo de nos cartes pour être le plus efficace possible. Et déclarer la famille la plus prestigieuse et la plus influente. Petite ambiance un peu à la Game of Thrones. Oui, c'est ça. Et des coups bas, des coups fourris tout le temps. On s'en prend plein la figure tout le temps. Les gens sont méchants avec nous. Ah oui, non, mais là, ça se tape aussi de nous au-dessus. Moi, j'aime bien quand ça se tape et quand c'est coopératif. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas coopératif. Et un jeu qui peut vraiment
Briser des amitiés. Briser des amitiés et puis un retournement de situation. Hein. Ouais, énormément de retournements de situation. Toute la subtilité provient du fait aussi qu'une carte, une fois qu'elle est révélée, elle activera à chaque manche son pouvoir. Donc on va toujours activer les pouvoirs dans l'ordre. Et quand on active le pouvoir de cette carte, parfois ça va nous arranger. Et parfois ça nous arrangera pas du tout, même si c'est nous qui avons posé cette carte, parce qu'il y a certaines cartes qui vont tuer des cartes adjacentes. Et peut-être que des guignols ont réussi à mettre des cartes à nous adjacentes à la carte qui bute d'autres cartes adjacentes. Et on l'a dans le cucu. Exactement. On peut pas mieux le dire. Hein. Non, vraiment très bon. Si vous aimez du Love Letter, si vous aimez plus récemment le Roi des 12, des petits jeux justement de cartes rapides et dynamiques à combo, à effet et autres, Oriflamme, c'est vraiment très bon. Les illustrations. Vraiment les dessins sur... moi je trouve qu'elles sont très belles. Oui, j'adore le style de dessin qu'ils ont fait sur chaque carte. Il n'y en a pas X mille des personnages, hein, mais j'aime beaucoup la DA qu'ils ont pris pour les cartes. Oui, clairement. Un peu moyen. Écoutez les gars, faites ça au format standard. Hein. Les cartes pour moi. Bah non, sinon c'est pas drôle. Celle-ci, un format standard, ça marche très bien. Maintenant on trouve plus facilement des protège-cartes à ces tailles-là. On peut en trouver format plus facilement. Tarot normalement. Tarot français, c'est plus. Mais autre chose très bien, de la première édition du jeu, petit foirage en termes de boîte. Est-ce que là ça va le faire? Évidemment ça le fera pas. Justement, j'y viens, ça aussi. Ah ouais. Voilà, ça c'est pas ouf quoi. Ils ont corrigé maintenant, ça s'ouvre sur le côté. Sur le côté. Parce que oui, ça peut amener à des situations comme ça. Vous voyez on retire ça de l'armoire parce que c'est sur la tranche. Et... Donc il faut vraiment faire... Les nouvelles boîtes c'est bon, mais moi je l'avais acheté à la sortie, donc très bien qu'ils ont corrigé ça. Oui. Je pense qu'ils se sont vite rendus compte de la petite boulette. Oriflamme. Et puis pour finir, mon top 1. Mon top 1 il est beau. Il est beau quand même mon top 1. J'avoue. T'es d'accord? J'avoue. Mon top 1, gros jeu, Thetan Grey. Je ne suis pas objectif avec ce jeu est incroyable. Pour moi, il n'y a pas eu de débat pour moi, c'est top 1 direct. Jeu à coopération de 1 à 4 joueurs. Il y a toute une histoire, il y a toute une campagne à suivre, des fins différentes, Combien de scénarios? De scénarios? Beaucoup. Un scénario, mais un scénario, ça. Mais si tu dis en termes de chapitres, il y en a 15. 15 chapitres. Et nous, on est au chapitre 6 avec mon équipe, 46 heures. Attention, je précise, on est à 4, j'y reviendrai après par rapport au nombre de joueurs, à combien je conseillerais d'y jouer. Vous avez le journal d'exploration ici, où vous avez chaque lieu qui est détaillé, vous allez devoir faire des choix. Si vous souhaitez aller par exemple chez un marchand, chez un druide ou autre, ce qui est proposé sur le lieu, et il y a des choix cruciaux. Et vous pouvez rester vraiment bloqué sur ce choix pendant 45 minutes et en débattre, et si c'est vraiment le bon choix que vous faites. C'est vraiment tout ce que j'adore dans un jeu à scénario, et vraiment celui-là c'est pour moi le meilleur qui représente cela, les choix qu'il faut faire et tout. Par contre là en termes de règles c'est costaud, il y a un tutoriel qui est à disposition mais qui ne détaille pas tous les mécaniques de jeu. Elle détaille les mécaniques de base, mais après il faudra de temps en temps se référer au livret de règles. Ça veut pas dire que si vous avez fait le tuto, il n'y a pas besoin de lire ça. Il faut lire le livret de règles, c'est très important parce on peut oublier certains détails. En tout cas, c'est écrit petit, il n'y a pas tant d'illustrations que ça. Donc effectivement, ça a l'air assez costaud. On est sur 24 pages. Bon, avec un résumé des règles à la fin. C'est un bon petit manuel. Vous avez dans le matos des fiches de sauvegarde. Là derrière, bon, c'est un peu
Vous avez vu qu'il y a des croix, des ronds et tout. Ça, c'est notre campagne justement qu'on est en train de faire. Et puis, au fur et à mesure de votre aventure, vous allez remplir des trucs. À disposition, vous avez normalement dans le jeu de base 4 personnages. Moi, j'ai la version avec le 5e personnage. Donc le plateau, juste magnifique. Enfin, il y a le plateau, il est très bien fait. Là, c'est un peu double épaisseur. Double épaisseur, exactement. Donc vous allez pouvoir mettre des cubes pour vos points de vie, pour l'énergie, pour la terreur, ça se déplace. pour vos caractéristiques. Enfin bref, pour la nourriture qui est ici en bas, la magie, etc. Enfin, tout est vraiment très très bien fait. Là, c'est le rangement que j'ai acheté sur eRaptor aussi, que je trouve très bien. Je le conseille si vous avez ce jeu, si vous avez de la peine pour le ranger, etc. Vraiment, il est propre de ouf. Là, ici, vous avez les différents cartes. Vous allez pouvoir explorer. Je tiens. Je te donne un petit paquet. Ne spoil pas trop. Bon, à cette distance, ça devrait aller. Mais c'est les différents lieux justement que vous allez explorer, etc. Et faire des actions dessus, aller explorer le lieu. Et puis vous avez plusieurs... Avec à chaque fois une entrée narrative derrière. Exactement, que vous allez aller dans le journal d'exploration et lire l'introduction du lieu. Et puis faire les choix que vous voulez en fait. Le système de combat est un deck building. Donc chaque personnage a son deck, va au fur et à mesure de la campagne pouvoir l'améliorer. On peut améliorer notre deck, mais aussi notre personnage au niveau des caractéristiques qu'on a ici sur le côté, avec des cartes supplémentaires qui peuvent être rajoutées. Le système de combat marche bien, le système de combo est jouissif aussi par après. Vous avez en fait des cartes qui vont se mettre l'une à côté de l'autre, et puis en fait vous allez relier des clés. Hop là, par exemple, comme ceci. Et en fait, d'après vos caractéristiques, il faut voir si vous pouvez la relier. Et puis si vous la reliez, en fait ça va faire toute une ligne de combat. Toute votre action de combat pour terrasser le monstre, le druide, ou etc. ou je ne sais quoi. Et justement, en parlant de monstres, un petit bonus. J'ai les figurines qui sont sundroppées. Donc sundrop, c'est le survêtement qu'ils mettent un peu, ça fait un peu cette... Si jamais les figurines ont froid. Pardon. Si tu veux. Mais ça fait un peu office de peinture, mais les figurines vraiment sont... En fait, le Sundrop permet vraiment de faire ressortir énormément les détails, puisque le Sundrop va assombrir tous les renfoncements, et donc forcément faire ressortir les détails, les zones d'ombre et autres. Donc si on n'a pas forcément envie de faire de la peinture, mais qu'on a envie d'avoir des figurines qui claquent, le Sundrop c'est très cool. Exactement. Sinon, que puis-je rajouter sur ce jeu? Enfin, là, il faut... Sans trop spoiler. Non, je vais... Il y a absolument aucun spoil. La narration est top. Incroyable. La narration est top. C'est bien... C'est bien expliqué aussi. Ça se lit très facilement. Il n'y a pas non plus beaucoup de texte par entrée, mais tout dépend des choix que vous allez faire. Il y a... Enfin bref, c'est un jeu aventure, c'est un jeu vidéo en plateau. Voilà, c'est un RPG, par exemple, c'est The Witcher 3, mais en jeu de plateau, quoi. Par contre, nous, on y joue à 4. Je vous le déconseille. C'est beaucoup trop long. Ça devient beaucoup trop long. Je vous conseille d'y jouer pas plus de 3, et même à 3, c'est encore limite. Solo, il marche très bien. Là où il n'y a pas de... c'est là où c'est un peu dommage, parce que tu auras pas de... Pendant les choix un peu cruciaux, tu n'auras pas de débat. Ouais. Et par contre, ça, chez nous, à 4 joueurs, des débats, il y en a. Hein. Un peu trop. Un peu trop. On est resté vraiment pendant 45 minutes, 1 heure pour un choix. C'est vrai. Hein. Évidemment, il y en a un qui a quitté la pièce parce qu'il en avait marre, parce que les autres l'écoutaient pas. Après, non, même pas, parce que nous, c'est ce qu'on aime, justement. C'est ce qu'on adore dans ce jeu, c'est les débats et tout, les choix qu'on va faire, et puis on verra à la fin si
on aura fait les bons choix ou pas. Mais en tout cas, le jeu promet. Donc voilà. Mais oui. Donc voilà, c'était mon top 1, donc Tainted Grail. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Dylan de nous avoir présenté son top 10, ses chouchous incontestables. Alors peut-être que ça va changer. Hein. Ah, ça va sûrement changer. Peut-être d'ici la fin d'année. Hein. Quelques gros jeux qui arrivent. Ouais, des gros jeux qui arrivent, peut-être on peut en parler vite fait, mais... Oui, si tu veux. Ouais. Par exemple, de l'éditeur de Tainted Grail, j'attends beaucoup Etherfield. Qui en vrai pourrait même remplacer Tainted Grail en termes de... Suspense. Mécanique, tout ça, il y a aussi de l'histoire, mais par contre la DA de Etherfield a l'air de promettre et tout, mais gros concurrent contre Tainted Grail, ça reste les mêmes éditeurs, mais voilà. Mais en tout cas, oui, du gros jeu qui arrive. Donc ça peut changer. Mais oui, c'était un plaisir de présenter mon top 10, et puis ben en vrai, des retours, ouais. Si vous avez joué à certains des jeux qui sont présents dans mon top 10. Parce que si vous avez envie de dire c'est inadmissible que t'aimes pas ce jeu, qu'ils sont pas dans ton top 10, Bonfire le famoso Bonfire, oui. mais oui, dites dites ce que vous en pensez, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en vrai. Moi je suis pas d'accord. Mais ça sera pour une autre vidéo. Toi, c'est pas mon problème. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ben, à la prochaine. À tout bientôt. Bye.